à 16 heures. Écoutez, merci à toutes et à tous d'être là. Donc aujourd'hui, l'objectif de ce webinaire, c'est le sujet, en tout cas, violence externe au travail et comment y faire face. Donc ce webinaire va être animé par Marie-Gwendoline Audebert, par Marc Delarue qui devait y participer, mais malheureusement il a été hospitalisé, donc on va reprendre le sujet, par Bruno Lemilbeu et puis par Karinel, moi-même Marc Fessler, ainsi que par Sébastien Monchot et Alexis Benfreich qui est présent. Donc je vais peut-être vous laisser vous présenter, Gwendoline, Bruno. Oui, bonjour à tous. Donc, Gwendoline Audebert, moi je suis responsable de la coordination des personnes, des biens et de la cybersécurité à la Fédération nationale du Crédit Agricole qui regroupe les 39 banques régionales du Crédit Agricole, qui sont toutes des banques de plein exercice et qui se rassemblent dans une espèce de maison de famille, de parlement qui est la Fédération. Bonjour à tous, donc je suis Bruno Lemilbeu, je suis le responsable Sûreté Sécurité et maintenance à l'occasion pour les boutiques Bouygues Télécom sur l'ensemble du territoire qui représente 500 boutiques sur l'ensemble du territoire français. Parce que demain, je vais déjà être bien. Voilà, et donc moi je suis Marc Fessler, donc je suis cofondateur de la société Karinel. Karinel est spécialisée dans tout ce qui est la sûreté. Nous avons deux métiers. Un qui est le conseil et audit conseil dans le domaine de la sûreté. Et puis l'autre domaine, l'autre aspect, c'est tout ce qui concerne la formation. Juste une petite remarque, si vous pouvez juste couper vos micros parce qu'on risque d'être un petit peu nombreux et après ça risque d'avoir un petit peu de bruit. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est enregistré. Donc à la fin, à la fin de quelques jours, on va envoyer à tous les participants donc l'enregistrement d'une part, mais aussi le support de ce webinaire. Sébastien, je te laisse peut-être te présenter aussi. Oui, bonjour, donc Sébastien Monchot, je suis associé au sein de Karinel, donc plus sur la partie construction d'offres et tout ce qui est procédural et qualité. Et puis il y a la troisième personne que vous ne voyez pas, qui est Alexis Benfreich, qui est associé et qui est aux manettes de ce webinaire pour laisser entrer les personnes qui rentrent. Donc, j'ai parlé de Karinel, je ne vais pas m'appesantir sur le sujet. Aujourd'hui, quel est l'agenda de ce webinaire? Donc, on va parler de ce qui sont les violences externes au travail. Est-ce qu'ils sont identiques ou différents par rapport à des différents secteurs d'activité? Aujourd'hui, on pourra parler du secteur bancaire et plus particulièrement du crédit agricole, du secteur télécom à travers Bouygues et puis du secteur santé que nous, en tant que Karinel, on connaît pas mal pour y travailler depuis des années. Donc ça, c'est une partie. Et puis la deuxième partie, c'est comment diminuer l'exposition aux violences et limiter leur gravité. On essaiera de faire aussi la synthèse des différents facteurs déclencheurs de la violence à travers les différents secteurs dont nous allons parler. Je vais passer la parole à Sébastien, qui va parler des violences, et c'est quoi des violences, comment on peut les gérer, etc. Est-ce que tout le monde voit l'écran? J'espère que oui. Ok, je vais partir du principe que oui. Sébastien, la parole est à toi. Très bien, merci Marc. Eh bien, en introduction du propos, donc on va essayer de comprendre ce que sont ces violences. Premier point, donc selon le ministère du Travail au travers de la DARES, ces violences, elles concernent 3/4 des personnes, 3/4 de la population active. Donc c'est un sujet qui est extrêmement large. Et on verra qu'il peut y avoir des différences selon les secteurs d'activité. Alors, qu'est-ce que c'est que ces violences? C'est des violences qui sont plus ou moins graves. En fait, on va les graduer, non pas pour diminuer l'importance, le poids de l'une par rapport à l'autre, mais plutôt pour essayer de comprendre comment on peut mettre en place des moyens adaptés pour répondre aux risques. Donc, on va commencer par les incivilités. Les incivilités, ça peut commencer tout simplement par un ton déplacé, un propos qui est mal adapté et qui peut énerver ou être tout simplement inapproprié. On va parler simplement d'impolitesse dans ce cadre. Les propos, je veux bien qu'on revienne en arrière, merci. Les propos outrageux, donc là, on va plus parler d'injures ou des propos qui peuvent être proches d'une injure ou d'une insulte.
Les menaces, alors là, on va parler d'intimidation qui peuvent avoir une conséquence physique. En tout cas, la menace va porter atteinte à l'intégrité physique dans sa déclaration, que ce soit de manière directe, donc c'est je vais te taper, ou ça peut être de manière insidieuse, je vais revenir et tu vas voir. Donc c'est pas forcément exprimé directement, mais on va considérer que c'est une menace à prendre en compte. Et enfin, évidemment, les agressions physiques. Là aussi, on va les graduer dans le niveau de violence. Ça peut être simplement pousser une personne, ça peut être la faire tomber, lui donner un coup ou utiliser une arme pour une action violente. C'est la suite. Donc, naturellement, ces violences, elles ont un impact qui peut être très fort. Un impact pour les personnes qui les subissent et un impact aussi pour les organisations auxquelles elles appartiennent. Donc pour les personnes elles-mêmes, ça va être déjà des ITT suite à une action violente, qu'elle soit physique ou verbale, des jours d'absentéisme. Ça peut être une perte de capacité de travail, donc une baisse de productivité ou une incapacité complète de travailler. Et ça va être la personne directement, mais ça peut être aussi l'entourage de la personne qui va être concerné par ces impacts. La fréquence des violences, en particulier des violences verbales, peut avoir un impact fort sur le stress, sur l'anxiété de la personne au travail. Et ces conséquences-là, elles sont psychologiques et elles peuvent entraîner de grosses perturbations pour la personne, pour son entourage. Et ça peut aller jusqu'à des pertes de liens avec l'entourage de la personne, une incapacité à venir au travail. Donc c'est un poids extrêmement important et auquel il faut être vigilant, la société étant responsable du bien-être de ses employés. Pour la société, justement, donc qu'est-ce qu'on va connaître? Donc les faits les plus fréquents, ça va être la perte de productivité, le mal-être au travail qui va entraîner de l'absentéisme. Plus loin, quand c'est un phénomène qui va être plus répandu au sein de l'organisation, on va pouvoir observer une dégradation du climat social. Et puis tous ces problèmes, on va engendrer des difficultés au niveau recrutement, au niveau fidélisation des employés. Ça va être plus compliqué en fait de faire venir et de faire en sorte que les personnes restent au sein de l'organisation. Donc les impacts sont loin d'être négligeables en conclusion, à la fois pour les personnes qui subissent les violences et pour les organisations au sein desquelles elles travaillent. Gwendoline, je vais peut-être vous passer la parole pour parler du secteur bancaire. Alors, je ne vais pas représenter tout le secteur bancaire, hein. Moi, je peux parler que pour le Crédit Agricole. Donc, Crédit Agricole, on a à peu près un peu moins de 7000 points de vente en France. Plutôt que de violence, nous, on parle que d'incivilité, hein. Donc, on n'a presque plus de vols à main armée. Il faut toujours rester vigilant. On a peu d'attaques de distributeurs de billets. Tous les risques qui étaient les risques traditionnels bancaires, ils ont tendance à disparaître, hein, parce que on a pris un certain nombre de mesures pour les limiter. En revanche, les incivilités, pour nous, et à mon sens, c'est vraiment le plus gros risque de sécurité sûreté pour les banques. Alors, nous, on classe les incivilités en 4 grandes catégories, hein, et sous-catégories: les agressions verbales, les agressions comportementales, les agressions physiques et les agressions en ligne. Et les agressions en ligne, c'est quelque chose, notamment via les réseaux sociaux, qu'on comptabilise depuis 2021. Il n'y a pas forcément d'impact de physique sur la personne, mais néanmoins, vous parliez tout à l'heure des impacts sur l'entourage, parce que être insulté une fois en agence, c'est pas agréable, mais être insulté sur les réseaux sociaux et ça ne s'efface pas, ça c'est beaucoup plus destructeur pour la personne, c'est beaucoup plus violent. Puis les voisins, les enfants, toute la famille peut être au courant que Madame machin ou Monsieur truc qui travaille dans la banque, voilà, voir tous les commentaires désastreux qu'il peut y avoir dessus.
Donc, ça fait partie de nos incivilités. On rattache systématiquement les incivilités à des articles du Code pénal. Quand je dis agression verbale, dans les agressions verbales, nous, on a les injures avec l'article correspondant au Code pénal. On a tout ce qui est à caractère discriminatoire. Donc, on tope à chaque fois les différentes catégories et vraiment on les rattache au code pénal. Les menaces de mort sans condition, on les compte dans les agressions verbales. Bon, après, c'est un parti pris qu'on a pris, mais voilà, on a fait vraiment affectation d'un type d'agression et code pénal. On a la chance d'avoir un accord de branche sur les incivilités, donc ça nous permet de mettre le sujet en avant. Et au niveau répartition, donc les agressions verbales, c'est la majorité, heureusement, hein. On est à peu près à 71% de nos incivilités. Le comportemental, donc c'est plutôt contre les biens ou alors tout ce qui est harcèlement, chantage, les actes de destruction des biens. Ça, on est à peu près à 21,5%. Les agressions physiques, 1,76%, mais c'est quand même c'est toujours trop. Et puis, bon, voilà, on n'est pas à l'abri que ça s'aggrave. Et puis, on a donc les agressions en ligne qu'on compte depuis 2021 et qui font qui font maintenant 6%, avec un peu un partage entre agression verbale et agression en ligne, puisque avant, on les comptait dans tout ce qui était en ligne, on comptait dans le verbal. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a un nombre d'incivilités qui est assez stable depuis 4 ans. Alors, je ne sais pas si ça se rencontre dans les autres secteurs d'activité, mais en tout cas, dans les autres banques, ça, c'est aussi un constat. C'est-à-dire que comme on est dans de l'autodéclaration, et puis tout à l'heure, Marc, vous en avez parlé, il y a peut-être, et à mon sens, enfin moi je pense qu'il y a un peu de lassitude, un peu de nos connaissances des process de déclaration hein, qui sont différents d'une banque à l'autre. Et puis, il y a peut-être aussi une certaine habitude à recevoir des incivilités, ce qui n'est pas normal. Et puis, peut-être aussi une question de génération. Les nouvelles générations étant peut-être plus habituées à certains types de langage que d'autres vieux comme moi supportent moins. Concernant les faits générateurs hein, et les éléments déclencheurs, ça aussi, on les flèche et on a 17 éléments déclencheurs. Donc, une incivilité, on essaye de le faire correspondre à un élément déclencheur. C'est un peu compliqué, mais on y arrive quand même. Et dans les éléments déclencheurs qu'on a en premier, on a le refus de décaisser. Hein. Typiquement, je veux de l'argent et puis la banque ne me le donne pas parce que je ne l'ai pas sur mon compte ou parce que je suis majeur protégé et que je n'ai pas le droit de retirer cette somme-là sur mon compte. Et on a aussi quand même 12% des éléments déclencheurs qui sont de l'ébriété ou de l'instabilité psychologique de l'agresseur. Donc l'agresseur qui n'est pas très bien et qui va venir en agence et qui va agresser nos collaborateurs. On essaye vraiment de regarder quels sont les éléments déclencheurs pour pouvoir les limiter. Par exemple, l'attente au guichet, c'est à peu près 3% des éléments déclencheurs. Là, on peut avoir une action dessus. On peut avoir une action sur tout ce qui va irriter les clients pour essayer de limiter ces incivilités. Voilà à peu près en tout cas pour le Crédit Agricole. Effectivement, les impacts, ils sont énormes. Et puis, c'est tout ce que vous avez dit avant, hein, l'attractivité en cause, et puis les impacts psychologiques, physiques, etc. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va continuer. Hein. On va parler un petit peu du secteur santé. Malheureusement, M. Doudaru, comme je disais, il était hospitalisé. Donc, nous, on va en parler un petit peu à sa place. On va surtout se concentrer sur le rapport de l'ONVS, que certains connaissent, d'autres ne connaissent pas. Sébastien, je vais te laisser parler. Oui, donc en effet, l'Observatoire national des violences dans le milieu de la santé, il analyse des données statistiques depuis maintenant 2005. Et là, il a en particulier fait une étude qui permet de voir un peu l'avant-après Covid.
Donc, il y a eu 3 focus, en fait 3 prismes qui ont été utilisés pour cette étude par rapport à la fréquence en fait des événements. Il y a eu un prisme qui était sur la violence verbale. Il y a eu un autre prisme qui était justement de faire un focus sur l'impact de la crise Covid. Et enfin, c'est hors les murs en fait des établissements également, voir ce qui se passe. Donc pour l'hospitalisation à domicile, les soins d'urgence, les infirmiers à domicile, voir quelles sont les conséquences également pour ce type de population. Donc ce qu'on peut remarquer principalement au travers des résultats, c'est qu'il y a une énorme différence par rapport aux autres secteurs d'activité sur les violences physiques. Donc, dans la plupart des secteurs d'activité, la grosse majorité des cas qui sont relevés sont de l'ordre de la violence verbale. Ici, on a des violences physiques qui sont prépondérantes. Donc là, on a un vrai passage à l'acte, donc qui peut s'expliquer certainement par rapport à la gravité potentielle des situations. Donc on est face régulièrement à des situations d'urgence avec la notion de vie qui rentre en jeu, donc qui a un impact fort sur l'état émotionnel des patients. On a aussi des problèmes de détresse psychologique, de problèmes d'ébriété. Vous en parliez quand on arrive sur un service d'urgence, on y est largement confronté également. Donc, il y a certainement d'autres raisons, mais tout ça fait que les violences physiques sont extrêmement importantes dans le secteur hospitalier. Par contre, on peut noter, comme vous le mentionniez tout à l'heure, qu'il y a une certaine stabilité en fait dans les chiffres qui sont remontés. Là aussi, on peut se demander si ce n'est pas également lié à une certaine lassitude. C'est toujours du déclaratif, les violences qui sont remontées. Donc, est-ce qu'elles sont le vrai reflet ou pas de la réalité? On peut toujours se poser cette question-là. Je pense que, excuse-moi, je te coupe, je pense que non, à force de travailler dans les hôpitaux, il y a très peu de personnes qui connaissent déjà le rapport de NVS, il y a encore moins qui déclarent, donc je pense que tous ces chiffres-là par rapport à la vraie vie sont largement sous-estimés. Donc là, ce tableau rentre plus dans les détails en fait du type de violences qui sont rencontrées, donc on va pas tout passer. Mais simplement un commentaire en fait sur le nombre très important des violences en particulier physiques et sur le niveau des violences auxquelles les personnes sont confrontées. Donc vous voyez dans le petit encart orangé, donc c'est coup de tête, coup de poing, coup de coude, enfin c'est des choses qui sont vraiment très violentes. Et qui vont vraiment nécessiter des mesures très particulières pour pouvoir faire face en fait à cette situation. Évidemment, n'importe quel personnel soignant ne peut pas gérer dans le courant de son métier au quotidien. Bruno, et puis je me permets de vous passer la parole. Merci Marc. Donc, alors pour le secteur, alors moi je représente en fait les boutiques Bouygues Télécom, un secteur d'activité qui est malheureusement touché, comme beaucoup, par cette incivilité. Et malheureusement, nous aussi, comme disait Gwendoline tout à l'heure, ils n'ont pas de braquage en banque, mais nous on en a beaucoup en ce moment. On est rendu sur tout le secteur d'activité, on doit être à près de 50 braquages depuis le début de l'année concernant les 4 opérateurs. Donc c'est vraiment un sujet. Après, nous avons ce sujet de violence verbale que l'on connaît depuis des années et des années. Et nous, au sein de Bouygues, on a malheureusement un avant et un après Klesui en juillet 2021, où on a un collaborateur qui est décédé malheureusement par un individu qui a apporté des coups de couteau à lui et à un de ses camarades pour un sujet de facturation qui était un peu trop élevé pour lui, pour cette personne, et donc voilà, il est arrivé en magasin, et voilà. Donc aujourd'hui, c'est un sujet qui est porté et qui est très important chez Bouygues Télécom, au plus haut niveau de Bouygues Télécom, et aujourd'hui, on travaille énormément. On a mis en place pas mal de choses
Mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ça va pas en déclinant, ça va plutôt en augmentant et on a de plus en plus d'agressions verbales, d'agressions physiques aussi. Avec beaucoup de clients, il y a aussi des clients comme dans le secteur bancaire, dans le secteur de la santé, qui sont pas dans leur état normal, mais voilà. Mais on a aussi énormément de clients qui viennent pour des problèmes de facturation et qui sont portent au dernier rempart qu'il y a entre Bouygues Télécom et ce client, c'est l'individu qui est dans la boutique, le collaborateur malheureusement, et ils vont se décharger toute leur violence et leur haine pour des petits problèmes parfois qui sont pas énormes. Et c'est notre pauvre collaborateur qui va tout prendre et c'est très compliqué pour nos collaborateurs. Aujourd'hui, on a pas mal de problèmes RH par rapport à ça. Les gens, on vient pas dans un magasin faire de la vente de téléphonie pour se faire insulter, pour se faire menacer physiquement et pour se faire jusqu'à taper dessus. Voilà. Donc ça, je vous parle vraiment que du phénomène boutique parce qu'il y a le phénomène aussi en ligne. On a le phénomène aussi des gens qui vont installer des prises de fibres chez des particuliers qui sont pris en otage, presque pris en otage chez les gens parce que ça leur convient pas et tout. Mais c'est vraiment un gros phénomène en ce moment. Et on travaille, RCBT, Bouygues, travaille énormément sur le sujet. Je vous développerai peut-être un peu plus tard ce qu'on a mis en place, mais on travaille vraiment sur le sujet avec nos collaborateurs et avec nos directions. Merci Bruno. Je pense que si on arrive à la phase un petit peu de synthèse, je pense que ce qui en ressort, qu'aujourd'hui, avec beaucoup de tout numérique, là où des personnes font face à la violence, c'est essentiellement là où il y a le contact humain. Ça peut être les hôpitaux, ça peut être les agences bancaires, ça peut être les boutiques de télécom ou autres, parce que c'est justement là qu'il y a encore de l'humain, et à partir du moment où on a quelqu'un sur qui on peut décharger toute la frustration qu'on n'a pas pu décharger à travers l'Internet ou à travers appuyer sur 1, sur 2, sur 15, donc c'est là qu'effectivement il y a toute cette violence. L'autre point qui, en tout cas moi tel que je le perçois, c'est que aussi ce qui rentre en ligne de compte, c'est pas forcément la qualité du service rendu, mais la qualité du service perçu par le client, que ce soit à la banque, que ce soit pareil à la santé, dans les boutiques, c'est-à-dire si la personne a décidé que le service rendu n'est pas satisfaisant, parfois, selon son état, ça va déclencher une altercation verbale ou physique. L'autre point, c'est peut-être aussi le Covid. Ce qu'on entend très souvent, qu'à la sortie du Covid, le monde est devenu fou et la violence devient quasi quotidienne. Donc, je ne suis pas certain que c'est le cas au Crédit Agricole, Gwendoline, je ne sais pas, mais en tout cas, partout où on passe, on nous dit que depuis la sortie du Covid, depuis la fin de confinement, les gens sont devenus tout simplement, les gens sont devenus fous. Et puis le dernier, que tous les chiffres qu'on peut présenter sont pas forcément représentatifs de la réalité, parce que comme tous les remontées sont sur la base volontaire, on n'a pas forcément la vision totale, exhaustive des violences faites. Je peux parler des hôpitaux parce que je connais plutôt pas mal dans les urgences, aux urgences, pardon, les infirmiers, de se faire pousser, de se faire insulter, c'est devenu tellement banal qu'ils ne font rien par rapport à ça. J'ai vu un commentaire concernant les commerces. Oui, je suis tout à fait d'accord. Les commerces, effectivement, les commerces, il y a encore des vrais gens et c'est ces gens-là qui subissent toutes ces violences. J'arrête mon long monologue. Vous souhaitez peut-être ajouter quelque chose? Alors, effectivement, nous on n'a pas vu le nombre d'incivilités, il est vraiment assez stable. On en a eu autant en 2020 qu'en 2021. Enfin, il y a une un peu plus en 2020 qu'en 2021, mais on n'a pas vu la différence. On a rajouté dans les éléments déclencheurs un item qui s'appelle éléments liés au contexte, parce qu'on a eu à l'époque pas mal
d'incivilités liées au port du masque, des clients qui voulaient pas le mettre, etc. On est vraiment sur un palier. C'est pour ça que je pense qu'il y a de la sous-déclaration. Parce que tout le monde, en revanche, nous dit que l'intensité augmente. Mais moi, je ne le mesure pas dans mon nombre total d'incivilités et même par catégorie. À part les incivilités en ligne qui ont augmenté, mais ça, comme on les comptait pas, on les compte que depuis 2021, c'est pas très significatif. Non, mais je pense qu'en effet, dans plusieurs secteurs, il y a la sous-déclaration. C'est devenu tellement banal qu'aujourd'hui, les gens ne pensent même pas de déclarer des choses qui devraient, en tout cas, qui sont inacceptables dans un monde civilisé. La deuxième partie, on va discuter un petit peu comment ces risques peuvent être diminués, pareil, d'une part sur une base théorique, et après à travers des exemples concrets. Donc, Sébastien, je vais peut-être te passer la parole. Déjà une approche généraliste sur la prévention. Ici, on a une approche avec deux phases qui vont être plutôt amont, une phase qui va être post-événement. Le premier objectif, en fait, c'est de bien comprendre les causes. À quoi on peut être confronté, quel est le degré de risque, donc quelle est la probabilité que les choses arrivent, et quel est l'impact potentiel. Donc ça demande des analyses, en fait, d'essayer de comprendre ces causes, c'est regarder les processus, la satisfaction des utilisateurs des services, des clients ou utilisateurs de services publics, et regarder également l'organisation qui est mise en place, comment est organisé le terrain, en fait, que si on parle d'une boutique par exemple, comment est organisée la boutique, est-ce qu'il y a tout qui est mis en place pour assurer la sécurité des employés, ou est-ce qu'il y a des choses à améliorer par exemple. Ensuite, sur la partie secondaire, l'objectif, ça va être de mettre en place les moyens d'action. Donc, ça peut être des moyens qui sont techniques. Donc, quand on parle de sûreté, on pense directement à des caméras de surveillance et à des portiques. Mais bien souvent, on adresse des choses beaucoup plus vastes. La première, ça va être certainement en fait le service client. Est-ce que le service perçu peut être amélioré? Est-ce qu'un temps d'attente est acceptable dans une file? Est-ce qu'un personnel a les moyens de pouvoir répondre à une demande d'un client? Ça, c'est les premières choses qu'on se doit d'observer et d'améliorer pour éviter tout risque de frustration et de dérapage. Et ensuite, on a évidemment des actions qui sont beaucoup plus liées à la sûreté elle-même, donc les moyens techniques, mais aussi des moyens organisationnels, des moyens de formation, des moyens d'information. Donc ça peut être simplement de l'information qui est descendue auprès de l'ensemble des employés, des formations particulières au risque, au comportement à avoir, la manière de réagir face à un public qui va commencer à s'énerver ou devenir vraiment agressif et violent. Donc, tout ça, on a des moyens pour pouvoir accompagner les personnes sur ces sujets. Et enfin, malheureusement, la phase tertiaire, ça va plutôt être qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir accompagner les employés qui vont subir les violences. Donc là, il y a deux volets principaux, enfin j'ai même trois en fait. La première, c'est est-ce que l'entreprise a mis tout en place pour pouvoir suivre juridiquement, faire en sorte que les personnes soient accompagnées pour pouvoir déclarer une agression et être accompagnées au niveau juridique si on exprime le besoin. Ensuite, il y a la partie psychologique, aider les personnes qui ont subi, s'assurer en fait qu'il n'y ait pas un impact caché, que les personnes sont vraiment capables de continuer à vivre normalement après une agression ou après des petites agressions répétées. Et enfin, ça va être aussi au niveau organisationnel, peut-être changer un petit peu l'environnement de la personne qui est agressée, donc ses horaires de travail, son équipe, son lieu de travail. Ça peut être aussi des conséquences qui sont à prendre en compte.
Donc là, c'est la démarche qu'on va avoir globalement pour la mise en place des moyens d'action. Donc on va partir des phases d'analyse de risque. Donc ça, c'est assez classique pour les gens de la sûreté. C'est l'ensemble de l'analyse des causes, la classification des risques, la mise en place des projets, la planification des actions en commençant par les choses les plus concrètes, les plus simples qui peuvent être mises en place pour faciliter la vie du personnel au quotidien. Et enfin, suivre les actions, contrôler leur efficacité et adapter les moyens qui sont mis en œuvre face à l'évolution des déclarations, l'observation des faits. Alors plus précisément, donc sur les moyens d'action, j'ai commencé par dire tout à l'heure que le premier moyen de prévention, c'était de travailler sur la qualité de service. Plus précisément derrière, donc on a des moyens très concrets physiques. Donc quand on va parler d'un lieu où il se passe quelque chose, on a une personne qui est en relation avec le public, elle peut être derrière un comptoir, sur un espace d'accueil. Et ben, on peut travailler tout simplement en fait, sur l'architecture de lieu pour faire en sorte que la personne ne soit pas directement à portée de baffe, par exemple, d'un agresseur potentiel, ou qu'elle ait les moyens de se mettre en sécurité si elle est agressée, ou qu'elle ait les moyens de faire appel à un collègue pour diminuer la tension qui peut exister avec une personne en face de laquelle elle se présente. On a également des moyens d'alerte, donc des boutons d'alerte, enfin, il y a différentes technologies qui permettent de presser un bouton, appuyer sur un téléphone, faire en sorte en fait, de prévenir soit un entourage proche, ça peut être le collègue qui est dans le bureau d'à côté, ou un enchaînement de vigiles, de gardiens, des niveaux de direction qui vont pouvoir prendre des mesures d'intervention pour faire en sorte que la personne ne soit pas agressée si on sent qu'il y a vraiment une tension qui est forte et qu'il y a un risque d'agression physique en particulier. Dans les moyens qui sont assez dissuasifs, on a toujours la vidéo-surveillance. Surtout quand elle est bien présente, bien affichée au travers de grosses caméras, c'est quand même un moyen limitatif de risque. Ensuite, j'ai parlé de communication. La communication, elle se fait à la fois auprès des employés pour leur indiquer les bons gestes à tenir, les mesures de prévention, et c'est aussi des informations auprès du public, des communications auprès du public. Pour faire du rappel à la loi, pour dire qu'un site est sous surveillance vidéo, ou tout simplement pour rappeler qu'on peut rester correct et poli quand on va s'adresser à une personne qui doit délivrer un service, un soin, peu importe le secteur d'activité. La formation, enfin, au-delà de l'information et de la communication, c'est important de bien connaître les procédures à suivre pour éviter de rentrer dans une escalade de violence, et en particulier de passer d'une violence verbale à une violence physique, d'être formé quelquefois aussi à des moyens, des gestes. Donc, comment faire pour faire un pas en arrière rapidement en identifiant qu'il peut y avoir un geste violent, éviter une baffe ou accéder rapidement à une pièce sécurisée pour faire en sorte de ne pas subir une violence physique. Ces choses-là, elles se font pour de l'information générique, pour du procédural, sur de la formation en e-learning, ça se fait très bien. Quand on va aller plus sur les gestes et les conduites à tenir, c'est bien d'avoir des formations physiques où on peut faire de la démonstration en fait. Merci Sébastien. Gwendoline, je vais vous laisser la parole. C'est vrai que je disais qu'on va passer d'une partie théorique un petit peu à la partie plus concrète. Donc, je vous laisse la parole. Alors effectivement, on a un peu les mêmes leviers sur la prévention. On a de la formation des collaborateurs, la formation des managers. On est en train de revoir nos modules de formation
On a une université de formation, un institut de formation au niveau du Crédit Agricole, donc on est en train de le revoir avec des petits modules de base e-learning où on apprend, on se met un peu à la place du client et on regarde un peu ce qui va pouvoir générer une incivilité et puis comment je réagis. Donc ça, c'est les premiers modules e-learning et après, on a prévu du présentiel ou de la classe virtuelle, mais ce sera plutôt du présentiel sur une journée et puis avec des sessions une première fois, puis une deuxième fois pour les managers qui sont plus aguerris ou pour les collaborateurs qui sont qui ont subi plus d'incivilité. Cette formation-là qu'on est en train de refaire, on a 3 populations. On a les collaborateurs, les managers, mais on a aussi les accompagnants qui peuvent être les RH ou les personnes de la sécurité ou ce qu'on appelle, nous, les agences fin de relation dans certains endroits, ceux qui ont fermé les comptes ou le contentieux, pour pouvoir accompagner les conseillers qui se sont fait agresser, puis accompagner les managers. Après, on a effectivement des dispositifs d'alerte. Ça va du bouton sous la table jusqu'à des systèmes de report d'images vidéo, puisque toutes nos agences sont télésurveillées, des reports d'images vidéo sur le poste de travail. Donc, je suis en train de me faire agresser. J'envoie un petit pop-up discret à mes collègues et aux télésurveilleurs. Et là, mes collègues peuvent voir éventuellement les images si je suis dans une zone où il y a une caméra, mais en tout cas, et le télésurveilleur, pareil, peut appeler les forces de l'ordre. Et mes collègues peuvent venir et puis faire baisser la tension qu'il peut y avoir entre 2 personnes. On a aussi on a testé un certain nombre de choses, la télé-interpellation de l'agresseur avec un message de dissuasion qui est préenregistré par le télésurveilleur. Donc là, il y a un message qui part dans l'agence. On a aussi d'autres dispositifs et puis on est en train de tester pour 2 caisses régionales la détection audio, c'est-à-dire que quand on entend que le son monte, les décibels montent, c'est qu'il y a peut-être une incivilité. Alors, si c'est des insultes murmurées à l'oreille, ça ne va pas marcher, mais ça peut être une solution et on est en train de le tester. Après, sur la communication, effectivement, communication des clients en agence, en disant qu'on n'hésite pas à fermer les comptes, rappeler les règles de courtoisie, puis qu'on n'hésitera pas à fermer les comptes. C'est pas dit de façon aussi claire, mais ça dépend des endroits, ceci dit. Et on a effectivement 44% des incivilités qui se terminent par des fermetures de compte. Donc on n'hésite plus. C'est toujours compliqué de fermer un compte, surtout s'il y a un crédit en cours, etc. C'est en général pas l'agence qui s'en charge. On essaye de le déporter au contentieux ou à une agence fin de relation, mais on n'hésite plus. 44% par rapport au nombre d'incivilités. C'est-à-dire que même un client VIP, on va s'autoriser à fermer son compte. Alors après, il y en a certains où c'est moins grave si on ferme, mais voilà, on va s'autoriser à le faire. Et puis, on va communiquer auprès des salariés de l'entreprise pour qu'ils n'hésitent pas à déclarer, etc. Sur les dispositifs d'accompagnement, vous en avez parlé, on va essayer de pousser nos collaborateurs à aller porter plainte, mais ça, c'est toujours compliqué. Parce que sur une plainte, vous avez alors on a possibilité de se domicilier dans l'entreprise, au siège de l'entreprise avec le numéro de téléphone de l'entreprise, mais néanmoins il y a quand même le nom de la personne, donc il y a quand même de la réticence. On n'a pas le droit de porter plainte au nom de l'entreprise, sauf s'il y a des dégradations ou qu'il y a une perte d'exploitation, si on a été obligé de fermer pendant 1 heure ou si on a dû prendre un agent de sécurité, on a une perte, on a un préjudice, mais sinon, on ne peut pas porter plainte au nom de l'entreprise et pourtant, c'est quand même l'entreprise qui subit ça. Donc ça, c'est une demande forte qu'on a régulièrement. Pourquoi ce n'est pas le Crédit Agricole qui porte plainte? Mais si entre guillemets, il n'y a eu que des insultes et des menaces, c'est la personne par elle-même qui doit porter plainte. Et puis, on a de l'appui médical et de l'appui psychologique avec des cabinets de psychologues qui peuvent aider le collaborateur à s'exprimer, puis à prendre, quand il y a des grosses incivilités, toute l'équipe, voilà. Et enfin, on a une veille sur les réseaux sociaux. La plupart des caisses régionales ont mis ça en place pour regarder justement s'il n'y a pas des
des choses qui sortent sur les réseaux, des dénigrements de personnes, puisque c'est des dénigrements de la banque, c'est pénible commercialement, mais c'est bien moins grave sur les réseaux sociaux. Voilà à peu près ce qu'on fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va parler un petit peu du secteur santé là, avec le nouveau plan gouvernemental qui est sorti en septembre 2023. Sébastien, je te laisse aux manettes. Excusez-moi. Donc, le plan en fait, qui était mis en place pour avoir des mesures concrètes face aux incivilités et aux agressions physiques, il a été construit sur 3 axes principaux. Le premier, on en a parlé tout à l'heure, en fait, c'est l'importance de pouvoir communiquer sur le sujet, donc sensibiliser le public et accompagner sur la compréhension de l'environnement et des actions à prendre l'ensemble des soignants. Le deuxième axe, c'est de mettre en place des moyens concrets pour sécuriser ces professionnels. Et le dernier axe, en fait, c'est de faire en sorte qu'il y ait une déclaration plus régulière des violences et un accompagnement systématique des victimes. Donc, plus précisément, donc, sur le premier axe, donc, il y a 10 mesures qui sont incluses dans ce périmètre. Sur la sensibilisation du public, il était écrit donc, faire du patient un acteur de la sécurité des soignants. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'impliquer le patient. Donc là, on parle de culture de sécurité, en fait. L'objectif, c'est de créer un vrai lien patient-soignant et de faire comprendre qu'il est un acteur majeur, le patient, de cette relation et qu'il a également des responsabilités sur cette relation entre patient et soignant. La formation des professionnels de santé, nous, on est très concernés parce que ça fait des années qu'on fait ça. C'est des formations qui sont à la fois théoriques pour comprendre les situations, comprendre à quel moment en fait on peut avoir de la frustration, le déclenchement d'une violence verbale et le risque de dérapage sur une violence physique, et puis derrière des gestes très concrets pour faire face à ces situations. Pour le deuxième axe, les objectifs principaux en fait, donc c'est sur ces moyens de prévention. Donc ça va être d'abord la diffusion large de cette culture de sécurité dont je parlais, concrètement sur l'ensemble en fait des hôpitaux, mais aussi dans les structures mobiles. Donc on parlait en introduction tout à l'heure du rapport de la HAD, des SSIAD, du SMUR, donc de tous les personnels soignants en fait qui vont être en déplacement directement chez les patients. Donc ça c'est un axe qui est vraiment important, diffusion de cette communication à la fois pour les personnels internes mais aussi pour ceux qui sont sur le terrain. Le deuxième objectif, c'est de leur donner des outils techniques pour les mettre à l'abri de ces violences. Globalement, c'est plus une question d'organisation derrière pour le troisième objectif, pour repenser la sécurité des biens des personnes à l'hôpital. Donc là, on parlait de qualité de service. Ça va être par exemple un de ces axes-là. Faire en sorte en fait, de mettre les bonnes mesures en place, en particulier organisationnelles, pour sécuriser les professionnels de santé. Le quatrième objectif, on en a parlé aussi dans un des moyens à mettre en place, c'est simplement de faire du rappel à l'ordre et du rappel à la loi, à rappeler pour les potentiels agresseurs à quoi ils peuvent être exposés pénalement. Oui, je vais peut-être juste compléter que si je me rappelle bien de toutes ces mesures, aussi donner la possibilité au directeur de l'hôpital et d'établissement de déposer une plainte au nom d'établissement.
En fait, sur l'ensemble de ces actions, hein, c'est des choses dont on a pu déjà parler dans différents secteurs. Là, le rapport a vraiment concrétisé en fait ces objectifs. Quand on travaille, nous, sur une politique, elle est là aussi pour une question de communication et d'engagement. Faire en sorte qu'en fait, il y a une vraie prise en compte de ce point douloureux, qu'il y ait des mesures d'accompagnement qui sont structurées, qu'il y ait des moyens qui sont mis en place en fait, pour accompagner les victimes. Et donc, d'ailleurs, pour accompagner les victimes ici sur ce troisième axe, hein, eh ben, c'est faire en sorte qu'on ait de la déclaration systématique, même si on sait que ce n'est pas un sujet qui est facile, parce que lassitude, parce que non-compréhension forcément du fait que c'est important pour la personne qui est touchée elle-même de faire la déclaration, ou aussi parce qu'elle n'a pas envie d'être exposée, qu'on connaisse son nom pour une déclaration de plainte, par exemple. Et le troisième objectif, c'est d'accompagner dans le temps, parce qu'on a vu que les impacts des violences au-delà d'une blessure, c'est aussi beaucoup en fait des conséquences psychologiques. Donc, c'est pas quelque chose qui se règle avec simplement une visite et le fait d'en parler une fois, en fait, du fait d'avoir été agressé, mais c'est quelque chose qui peut se gérer dans le temps et dans le temps long. Merci Sébastien. Et puis Bruno, je vous passe la parole par rapport à ce qui était mis en place ou est en train de se mettre en place chez vous. Nous, comme un peu tout le monde, on a mis plusieurs mesures en place. Ça a commencé par l'affichage au sein de nos boutiques, de l'affichage au niveau de la caisse, et après on est revenu à même jusqu'à de l'affichage à l'entrée du magasin, sur la porte d'entrée du magasin. Donc après, comme dans le secteur bancaire, on a formé nos collaborateurs. On a un cabinet de psychologues qui nous a accompagnés et on a formé l'ensemble de nos personnels, c'était courant de l'année dernière, sur la gestion de l'agressivité client. Et dans un but de débanaliser cette incivilité qui était revenue un peu banale avec nos collaborateurs depuis de longues années, où ils ne déclaraient pas. Aujourd'hui, ils déclarent un peu plus, ce qui moi, avec ma collaboratrice, de pouvoir travailler et derrière, aujourd'hui, chaque incivilité qui nous est remontée par le canal de l'astreinte, derrière, nous, on fait un courrier au client recommandé. On laisse pas ça comme ça, on laisse pas lettre morte. On fait un courrier en recommandé. Valérie, ma collaboratrice, appelle le collaborateur qui a subi l'incivilité, débriefe avec elle et lui indique que la marche à suivre, c'est nous, on va envoyer un courrier en recommandé à ce client, puisque on a la chance d'avoir les coordonnées dans 90% des cas de la personne qui est rentrée dans notre boutique. Donc ça, c'est la première chose. Et puis vis-à-vis de nos collaborateurs, ça démontre voilà, une implication du groupe pour le suivi. Et après, nous, on porte plainte. Moi, je porte plainte. Je porte plainte quand vraiment le client a été à porter des coups ou a porté à l'atteinte physique de nos collaborateurs, ou a été trop loin. Aujourd'hui, sur l'année 2023, on est à 8 plaintes de déposées. Moi aussi, j'ai eu des refus. Je me suis déplacé une fois à Lille, j'ai eu un refus dans les commissariats de Lille. Moi, j'ai dit, c'est pas grave, vous voulez pas prendre ma plainte, mais c'est pas grave. Je suis rentré au bureau, j'ai été voir mon service juridique et on a fait une lettre plainte directement au procureur de la République. Voilà, exactement. Donc, voilà, c'est intéressant. Et on a été suivi. Ma première plainte date de 2022 et c'était vraiment suivi. C'était à Drancy. Pourtant, il n'y avait pas eu de coup, il n'y avait rien eu, mais c'était vraiment une personne qui venait. Et derrière, ça a été suivi par le tribunal. Il y a eu une interdiction de séjour de la personne dans notre magasin. Ça a vraiment été suivi judiciairement parlant. Et c'était très bien. Donc, ça prouvait qu'on pouvait déposer plainte et que c'était intéressant de déposer des plaintes contre ces personnes-là. Et on a aussi, aujourd'hui, on est rendu à résilier des clients, malheureusement. Voilà, on n'en peut plus et ça ne sert à rien d'avoir ce genre de clientèle. Donc, on résilie nos clients. On a toujours aussi un numéro, on accompagne nos collaborateurs. Dès qu'il y a une incivilité, il y a un numéro pour appeler un psy s'ils ont besoin et on leur conseille d'appeler. Donc ça, on l'a en permanence. Et après, on incite aussi nos collaborateurs, comme dans le secteur bancaire, à aller déposer plainte.
Et si jamais il y a un retour et il y a une convocation devant les tribunaux, notre collaborateur est accompagné par un représentant avocat missionné par Bouygues. Très bien. Ben, écoutez, merci Bruno. Je pense qu'on a dit qu'on va essayer de rentrer, en tout cas 1 heure, ça semblait être le temps nécessaire. Donc, je pense que nous, on a complété ce que nous voulions dire. S'il y a des questions par rapport à tout ce qui a été dit, on sera ravis de répondre. J'ai vu qu'il y avait un commentaire assez impressionnant de M. Charial, là, donc s'il veut s'exprimer, je pense que Bonjour. Bonjour Didier. Bonjour à tous. Salut Bruno, tu vas bien? Bonjour. Oui, moi je ferai les mêmes constatations que Bruno. On a déjà échangé sur le sujet à quelques reprises et on s'était vu il y a un petit moment déjà, Bruno. Oui, augmentation très très forte des incivilités, je vous confirme. Agressivité, verbale, insulte, menace, menace de représailles, menace de mort. Comme Bruno, on a mis en place, bien sûr, une cellule psychologique. Enfin, ça fait très très longtemps parce que nous, juste pour vous resituer, le groupe Tom Europe, c'est bijouterie, Histoire d'Or, Marc Orion et Trésor. 600 points de vente en France. Sur les 14 dernières années, on a eu 221 cambriolages ou braquages. Voilà. Cette année 2023, on a eu 3 très gros braquages et 11 cambriolages. Le dernier en date étant la ville du Bois. Donc, tout ça pour vous dire que la cellule psychologique est particulièrement présente chez nous pour tous ces faits, cambriolage, braquage, menaces, insultes et surtout, je vous mettais aussi en commentaire, agression physique plus 80%. C'est malheureusement un constat que l'on fait et sur lequel on n'a aucun, je dis bien aucun moyen de lutter parce que c'est pour comment je pourrais dire, pour des faits futiles que les gens en viennent aux mains. Et alors, dans ces 80%, on pourrait penser bien sûr que ce sont des hommes. Eh bien non, pas du tout. Dans l'augmentation de ces 80%, c'est plus de 80% des agressions de femmes. C'est-à-dire de femmes qui agressent des femmes, pardon, excusez-moi. Et quand je dis des agressions, c'est bien sûr verbal, mais alors le physique, on a des gens qui ont été blessés. J'ai notamment un cas là, il y a 2 mois d'une jeune fille qui a eu 2 touffes de cheveux arrachées, qui a été rouée de coups dans le magasin. Tout ça parce que la réparation de son bijou, de sa montre, pardon, avait pris 72 heures de retard et qu'elle le voulait absolument pour le baptême de son fils. Enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Voilà. Donc, dans le même esprit que Bruno et vous tous d'ailleurs, pardon, on a augmenté les formations. On lance la semaine prochaine un e-learning VMA, vol à main armée, pour sensibiliser nos collaborateurs et collaboratrices sur le terrain. Et on a accentué aussi, et on demande à notre personnel de déposer plainte systématiquement, quel que soit le niveau d'agression, de l'agression, pardon. On demande à ce que le personnel dépose plainte parce qu'on ne peut pas, nous, déposer plainte. Moi, j'ai essayé et c'est compliqué parce que, non, monsieur, c'est pas vous, c'est votre collaboratrice et votre collaborateur. Donc, dès qu'elles ont fait le dépôt de plainte, moi, après, j'embraye dessus et on les suit avec avocat, avec le service juridique chez nous, le service psychologique, etc. Voilà. Mais on ne laisse plus passer. Pardon. Ouais, mais il n'y a pas de réticence à ce que les vendeurs aillent porter plainte parce que Si. en fait, Si, nous, si, ils veulent parce pas, qu'ils quoi. ont peur de représailles. Bah oui, parce qu'on sait où ils sont, on sait dans quelle boutique ils sont, c'est comme nous. Oui, mais juste, ouais, mais après, c'est tout le travail, je veux dire, c'est tout mon travail de persuasion. Je n'y arrive pas tout le temps, je conçois, mais bien souvent, je me déplace carrément en magasin avec de la pédagogie et même des fois, on laisse un peu passer 6, 7, 8 jours et après, on y va. J'ai entendu un truc qui était super intéressant, Bruno, et ça, on n'en avait pas parlé, mais tu fais carrément un courrier au client, c'est ça?
Ouais, maintenant, oui. Ouais, voilà, depuis 1 an et demi, on fait carrément un courrier. On prend toutes les infos et on fait un courrier signé de ma D'accord. main. Voilà. Et le courrier en recommandé, on lui envoie même par mail parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des courriers où on avait les adresses n'étaient pas très bonnes. On fait même un courrier, voilà. C'est Valérie qui s'en charge, elle appelle et vraiment on relate. Voilà. Le courrier est vraiment bien tourné. Et aujourd'hui, on a même des clients qui sont revenus s'excuser en magasin suite à ces courriers-là. Donc Alors, justement, c'était là aussi je voulais en venir parce que quand je me suis déplacé, qu'on a fait des dépôts de plainte et parfois, miraculeusement, quand on connaît les gens, les services de police ou de gendarmerie, ça aide un petit peu. Et c'est vrai que j'ai en tête 2 cas où des personnes, effectivement, se sont excusées en présentiel sur le magasin et on fait carrément un courrier au groupe. Et ça, voilà, ça a porté ses fruits et le personnel était hyper et pas content. Mais juridiquement, on n'a jamais, de mémoire, en tout cas, j'ai jamais eu le cas où on écrivait aux clients, donc je retiens l'idée et il y a peut-être, on va se rapprocher de notre service juridique. Et je vais le soumettre à la RH, c'est une très bonne idée. Alors, on écrit aussi aux clients, hein, nous, avant Ouais, on ferme pas toujours, parce qu'en fait, on peut fermer les comptes immédiatement ou à 60 jours. Oui. Mais on écrit aussi aux clients et il arrive que quelquefois, on leur fasse juste c'est une sorte de mise en garde et que du coup, bah, soit ils s'excusent, soit bah, voilà, c'est une première étape et on ferme pas tout de suite le compte. Ouais. Je peux vous trouver des exemples de courriers, hein, si vous souhaitez. Ben, je suis preneur, avec grand Ouais. plaisir. Après, j'ai entendu aussi quelque chose qui m'a marqué parce que on a constaté ça, c'est-à-dire que notre personnel de vente, et moi, ça fait 33 ans que je suis dans le groupe, donc je suis passé par pas mal de postes avant. Nous avons remarqué que le personnel se met tout de suite, enfin une certaine catégorie de personnel, se met tout de suite au niveau langage et au niveau gestuel du client ou de la cliente. C'est-à-dire que le tutoiement, il arrive tout de suite, les noms d'oiseaux arrivent dans les 3 secondes qui suivent et enfin, vous imaginez le reste. Et ça, par contre, c'est vraiment, et j'insiste, c'est vraiment depuis, allez, 3-4 ans, mais le Covid a fait que maintenant, il n'y a plus aucun filtre. Et on a beau les former, on a une Tom Academy à Noisy, on forme plus de 1000 collaborateurs à l'année. C'est affolant le langage que je peux, moi, entendre en magasin. C'est très compliqué. Donc, adapter les éléments de langage, waouh, là, j'avoue que nos formateurs sont particulièrement désemparés. Très compliqué. Ouais. C'est aussi pour ça qu'ils supportent plus qu'on les insulte, parce qu'eux, ils parlent comme ça, certains dans la vraie vie, donc ça les choque pas quand le client les insulte, mais c'est pas normal, quoi. Oui, mais moi, j'ai eu des cas où des jeunes filles, hein, jeunes hommes, bien sûr, mais jeunes filles, je leur disais: «Hey, attendez, attends, j'essaie de débriefer». «Ah non, mais monsieur Charles, mais moi, attends, il y a pas de problème, hein, il y a aucun problème, hein. Moi, le client, il est pas content, je le sors dehors, hein». Oui, non, mais en fait, voilà, on est potes avec le client et voilà. Ça, c'est et Non, alors mais je dirais c'est aussi générationnel. paradoxalement, quand les jeunes, enfin les vendeurs adoptent ce type de discours, bah, moi j'ai constaté, pouf, la situation elle baisse. Parce que le client voit qu'il y a un rapport, alors bon, ça se calme, mais alors quand on voit le courrier qui arrive au service client, waouh! Là, des fois, je suis obligé de prendre mon bâton de pèlerin et d'aller effectivement sur les magasins et rencontrer les clients aussi pour désamorcer. Moi ou les directeurs de secteur, pardon. Voilà. Voilà. Ouais. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cet éclairage. Je sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres remarques. Moi, j'avais une question. Le directeur de l'hôpital, il a le droit de porter plainte pour l'hôpital en cas d'agression? Écoutez, j'ai peur de dire une grosse bêtise, ce n'était pas le cas, mais dans le plan de septembre 2023, c'est un des sujets qui doit être traité. Ok.
C'est une des 43 mesures de faciliter, en tout cas donner la possibilité de porter plainte au nom de l'hôpital, des choses comme ça. Et je crois que c'est le même principe que pour les chefs d'établissement scolaires. Je crois que c'est dans le même registre, il me semble, hein, je ne suis pas certain. Oui, tout à fait. En tout cas, ça s'y rapproche. OK. Écoutez, je remercie les intervenants, Gwendoline. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci. Et puis donc, juste nous, donc, on va renvoyer l'enregistrement, le support et petit livret qu'on a édité sur les violences externes. Donc, tous les participants d'ici peu recevront ces 3 documents. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci bien. Merci bien. Bonne fin de journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.